Bonjour, bienvenue à cette conversation à quoi on rêve. On est rendu aujourd'hui à notre 8e semaine. Alors, comme vous le savez, l'objectif des conversations à quoi on rêve, c'est bien évidemment de vous convier à une conversation hebdomadaire avec quelqu'un d'inspirant pour parler d'un sujet, d'un rêve pour notre futur, pour notre collectivité. Mais l'objectif, c'est aussi de démarrer des conversations dans vos communautés, dans vos équipes, dans vos organisations, parce que la vision qu'on se donne, puis ce à quoi on rêve, ça influence grandement la direction, ça influence grandement là où on s'en va. Puis vu qu'on est dans une période de grand bouleversement, c'est un moment idéal pour se questionner, puis pour rêver, et puis regarder vers l'avant. Donc cette semaine, je suis très heureuse et enthousiaste de vous présenter Sylvie Charbonneau. Allô, Magali. Salut Sylvie. Alors, bienvenue dans ta première expérience d'un live. Eh oui, avec un petit trac. Track. Moi aussi, j'ai le petit track. Puis je suis très contente que tu aies accepté de jouer le jeu. Donc, Sylvie, là, pour vous mettre au courant, ça a déjà été ma patronne en transformation organisationnelle. Aujourd'hui, on est resté en contact, une amie, je dirais même par grand bout dans nos conversations, une mentor à qui je me réfère, à qui je pose des questions quand je suis mélangée. Sylvie, toi, tu as eu un parcours scolaire, tu disais, comme plutôt typique, un bac en mathématiques, pour finalement faire une carrière qui, elle, t'a amené dans toutes sortes de directions. Tu as commencé à travailler plus dans le domaine de l'informatique et à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ta vie que j'aimerais que tu nous racontes en quelques mots, qui t'a fait bifurquer vers la transformation, vers la gestion du changement. En fait, je travaillais avec des équipes informatiques après mon bac en maths. Les maths, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture de travail, donc je me suis retrouvée en informatique. J'ai fait une dizaine d'années, puis chaque fois que j'étais dans des projets, je trouvais toujours qu'on s'occupait pas des gens. Tu sais, là, je vais un peu dévoiler mon âge, là, mais moi, j'ai commencé à faire de l'informatique à la fin des années 70. Puis, tu sais, impliquer les utilisateurs, leur demander leurs besoins, c'était pas une méthode tout à fait usuelle. Ce qui fait qu'on prenait les besoins vite, vite, on allait programmer dans notre coin, on revenait, puis on disait voilà ton système, puis tu sais, c'était presque débrouille-toi avec ça. Mm-hmm. Et puis un jour, effectivement, quand je travaillais pour une firme conseil, il y a un client qui m'a entendu parler comme ça, puis il m'a dit ah, toi, j'aime ta façon de penser, j'aimerais ça que tu viennes travailler, faire un projet pour moi. Lui, il était directeur d'un service à la clientèle. Moi, j'ai dit, écoute, je connais rien dans le service à la clientèle, je suis habituée de travailler en informatique. Mais finalement, on a accepté tous les deux de prendre un beau risque. J'ai accepté, puis lui, il a accepté, puis finalement, je me suis retrouvée dans un projet qui m'a complètement passionnée. Puis je me plais à dire que quand j'ai fait ce projet-là, j'ai trouvé finalement ce que je voulais faire quand j'allais être grande, tu sais. Ouais. Fait que alors, après ce projet-là, fin des années 80, je suis jamais retournée en informatique. Bien sûr, j'ai fait des projets qui étaient reliés à l'informatique, mais tu sais, je me suis retrouvée à la tête d'une équipe où on devait amener les gestionnaires à penser autrement, à revoir leur processus, des gens au service à la clientèle à traiter les clients non pas comme des factures, mais comme des personnes. Mm-hmm. Donc des changements de culture, des changements de comportement. Puis tu sais, dans ces années-là, la gestion du changement, ça existait à peu près pas, en tout cas au Canada. Il y avait quelques émergences aux États-Unis. Il y avait pas de cours. Fait que j'ai appris sur le tas, mais mon Dieu, que j'ai aimé ce projet-là. C'était comme le projet déclencheur d'une autre carrière dans ma vie, là. Puis donc, on pourrait dire à cause de ça que tu es comme une pionnière dans ce sujet-là d'intervenir sur les humains pour que ces changements-là organisationnels prennent racine puis qu'ils rapportent les bénéfices qu'on cherche. Il y a plusieurs gens qui me disent ça, là, que je suis probablement une des pionnières au Québec. Puis moi, je réponds tout le temps, je connais pas tout le monde, fait que je le sais pas, mais c'est sûr que quand moi j'ai commencé, j'avais pas grand monde. Tu sais, si j'avais besoin d'aide ou j'avais besoin de conseils, je pouvais pas me tourner. Quand je me tournais, je trouvais pas grand monde, là. Puis, Ouais. fait que c'est ça. J'ai d'abord appris sur le tas, puis ensuite, j'ai rencontré un prof de HEC Montréal, Céline Bareil, qui, elle, avait fait un doctorat sur le comportement humain en période de changement. Elle cherchait une place pour expérimenter certains modèles. J'étais dans un gros projet chez un client. Le client a accepté qu'on embarque dans cette aventure-là. Finalement, elle m'a demandé d'être chargée de cours au HEC. C'est comme ça que je suis allée chercher ma théorie parce que comme fallait que je l'enseigne, fallait que je l'apprenne. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai tout fait un peu à l'envers, là. J'ai pratiqué, puis ensuite, je suis allée prendre la théorie pour enseigner.
Puis j'ai enseigné pendant à peu près, tu sais, au bac puis au MBA pendant un peu plus que 15 ans, là, puis à l'école des dirigeants aussi à HEC. Génial. On a Pascal Dufresne qui nous dit bonjour. Bon matin, Ah, Pascal. bonjour Pascal. Alors, je rappelle aux gens là, qui nous regardent, je vous invite même à interagir, poser des questions. Moi, je garde toujours l'œil là, sur les commentaires, donc ça me fait plaisir de vous intégrer dans la conversation. Bon, tu sais que Sylvie, on a un petit jeu de brise-glace, hein, comme on fait dans nos facilitations. Donc, toi aussi, tu vas passer dans la moulinette. D'accord. Alors, dis-moi, y a-t-il un livre qui ne quitte pas ta table de chevet ou un livre qui pourrait vivre en permanence sur ta table de chevet? En fait, je vais parler plus d'une œuvre que d'un livre, et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, une œuvre magistrale, c'est Les Misérables. Je l'ai lu, je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu plusieurs fois au cinéma, j'ai écouté le disque à l'user. Pour moi, c'est une grande œuvre qui parle de toutes sortes de défis, d'enjeux humains, Mm-hmm. qui est à la fois super bien écrit, qui, à mon avis, est encore contemporain, malgré l'époque à laquelle ça a été écrit. Je me tanne pas. Je me tanne pas. J'aime la musique de cette comédie musicale-là. J'adore l'écriture, j'adore l'histoire. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui m'accroche. C'est, ouais, pour moi, c'est une grande œuvre que je me tanne, puis je me tanne pas de cette œuvre-là. Puis quand tu étais enfant, quand tu étais petite, là, c'était quoi le premier métier auquel tu as rêvé? Ben, tu vas trouver ça bizarre, là, mais je voulais être professeure de mathématiques. Bon, non, mais quand même pour un enfant, ça veut dire que toi, l'amour des maths, là, c'est arrivé de bonheur dans ta Ben, vie. c'est de longue distance et ça fait très, très, très longtemps. Écoute, je me souviens en deuxième, troisième année, quand les gens me demandaient ce que je voulais faire dans la vie, je disais: «Moi, je vais être un professeur puis je vais enseigner l'arithmétique». Parce Hmm. que c'est comme ça qu'on appelait ça au primaire. Oui, Puis, ouais, ouais. écoute, à l'été, on jouait à l'école puis c'était moi le prof, là. Ben oui. Puis en même temps, le côté accompagner les gens, développer les compétences, qui était là aussi de bonheur, hein, comme quoi Oui, finalement. oui, il était là aussi de bonne heure. Puis tu sais, quand j'ai fait mon bac en maths, le nombre de fois où je me suis fait dire: «Mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Tu sais, il y a pas de job là-dedans, là. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie?» Puis ma réponse, c'était tout le temps: «Je vais étudier quelque chose que j'aime, puis après ça, je vais faire ce que je vais voir ce que je vais faire de ma carrière». Hmm. Fait que pour moi, c'était important de d'abord étudier dans quelque chose que j'aimais. Puis j'aimais les maths, entre autres, parce que, pour moi, chaque équation, puis là, les gens vont trouver que je suis un peu bizarre, je le sais, mais chaque équation, chaque théorème qu'il fallait démontrer, pour moi, c'était un défi. Mhm. Hem, un peu du même ordre que quand tu lis un thriller puis tu veux trouver c'est qui le meurtrier, là, tu sais, j'ai toujours Chacun son trip, Sylvie. c'est ça, chacun son trip. Puis, écoute, au cégep, là, j'ai mes cours complémentaires, je les ai pris en maths. Je me levais le samedi matin pour faire les exercices des fins de chapitre que le prof demandait pas. Pas parce que je voulais être meilleure, parce que j'aimais ça. C'était un trip. Puis Donc, le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, ma fille qui a travaillé 12 ans en com puis dans les médias, là, elle était rédactrice de nouvelles. Elle est retournée à l'école à temps plein l'an dernier et elle fait un bac en mathématiques. Puis là, c'est génétique dans la famille. écoute, je sais pas trop. Puis là, elle me parle, là, puis tu sais, ça fait 42 ans que j'ai pas touché à ça, puis je la regarde, puis je me dis: «Mais elle tripe encore plus que moi». Puis là, aujourd'hui, je comprends plus rien de ce qu'elle me dit. Elle va te passer ses livres. Mon Dieu, j'ai payé mon ordinateur. Hey, on a Claudie Vigneault, ancienne Oui, collègue, salut Claudie. qui est présente. Et puis bonjour, Jonathan Couturier, merci d'être présent. OK, dernière question, super important. Alors, femme de passion, t'as mené plein d'affaires de large, puis je sais que c'est pas parce qu'en ce moment tu es en retraite que tu emmènes pas pour autant aussi large. Quand tu perds ton focus, quand tu t'essouffles un peu, qu'est-ce que tu fais toi pour te recentrer, pour te retrouver? Complètement autre chose. Je vais abandonner temporairement ce que je suis en train de faire, puis je vais aller ou faire une petite course ou je vais aller, faire une petite heure de tricot. Je tricote beaucoup. Hem, je vais aller, lire un peu, je vais aller écouter un bon film. Donc, Je tu vais lâches ce qui te bug pour comme je brasser lâche un peu. je lâche prise OK. complètement parce que sinon je tourne en rond dans ma tête, puis je le sais que ça me mènera à rien.
Donc, j'abandonne, puis j'y reviens plus tard. Ça a toujours été pour moi la façon de fonctionner. Ça marche pour moi, ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais on dirait qu'il faut que je me débranche le cerveau. Donc, que Mhm. j'aille faire quelque chose qui va me demander moins d'efforts intellectuels, qui va m'amener ailleurs dans quelque chose que j'aime. Donc, qui va me permettre effectivement de décrocher pour mieux raccrocher après. Hmm. Ben, c'est quand même je pense qu'on peut voir comme un conseil là-dedans, là, parce que quand on Ouais, s'acharne sur quelque chose, quand ça marche pas, généralement, on brûle du gaz, puis ça va pas nécessairement nous amener ce qu'on veut. Et je m'excuse, exactement. tantôt, j'ai dit Jonathan, là, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. C'est Joanne Couturier. Bonjour, Joanne. Il y a France Laflamme aussi qui vient de se joindre à nous. Oh Salut. mon Dieu, salut France! Bon, fait que, sans plus tarder, roulement de tambour. Toi, Sylvie, tu rêves d'un monde où les leaders d'entreprise auront le courage de dire c'est suffisant. Mais oui, toi, c'est De pas quoi un on rêve. parle? On sait quoi qui est suffisant? Qu'est-ce qu'on voudrait qui trouve que, OK, c'est assez, là? Ben, tu sais, dans les dernières années où j'ai été en business, j'ai vu beaucoup de clients exiger beaucoup de leurs employés. J'ai vu beaucoup de clients courir après 3 5 d'augmentation du chiffre d'affaires. J'ai vu beaucoup d'organisations, avec des gens hyper stressés. Tu sais, je lisais en fin de semaine, je pense que c'est dans la presse, on dit qu'actuellement, là, à cause de la COVID, il y a 50 plus de gens En qui se détresse considèrent en psychologique. détresse Ouais. psychologique. Puis avant la COVID, c'était à peu près un tiers. Hey, c'est quand même beaucoup, là, tu sais? Mhm. Hem, puis je me souviens d'avoir dit à un client, ça a probablement été un déclencheur pour moi pour dire: «Il est temps que je passe à autre chose que la business, puis que je passe peut-être plus vers la philanthropie», là. Mais je me souviens d'avoir dit à un client à un moment donné, vers la fin de ma carrière: «Est-ce qu'un jour vous allez faire assez d'argent? Mm. Est-ce qu'un jour votre entreprise va connaître assez de croissance ou ce sera jamais assez?» Puis j'ai l'impression qu'il y a puis là, je suis pas en train de dire là que c'est pas correct de faire de l'argent, tu sais? Moi, j'ai eu une belle carrière, j'ai une belle retraite, mais il arrive un moment où je puis là, c'est vraiment dans nos valeurs personnelles, hein, mais il arrive un moment où je trouve que ça devient presque trop, à la limite presque j'utiliserais le mot indécent, Mm. que certaines entreprises pressent, coupent des postes pour faire plus de millions. Pour que certains dirigeants de ces organisations-là aient des plus gros salaires, aient des plus gros bonus. Puis, tu sais, on a des exemples proches de nous, là, je les nommerai pas, mais tu sais, c'était dans la presse la semaine passée, là. Mhm. Si vous avez lu la presse, vous savez à qui je réfère. Mais, tu sais, il y a des gens qui reçoivent annuellement des bonis qui sont beaucoup plus élevés que 50-60 des gens sur la terre ne feront jamais dans leur vie Ouais. complète. Mhm. Hem, alors je me dis puis cet argent-là, j'avais une discussion avec, notre garçon il y a peut-être, 2 semaines où il me disait: «Tu réalises-tu maman la quantité de milliards sur terre qui dorment dans des comptes de banque puis qui servent à rien? Ils servent juste à enrichir des gens qui sont déjà riches. C'est Mhm. de l'argent qui est pas productive», bon je vais utiliser ce terme-là, là, pas Ouais. productive au sens où elle sert à faire fructifier peu de personnes. Elle leur amène de l'argent qu'ils seront jamais capables de dépenser dans leur vie. Il y a du monde qui crève de faim, il y a des gens qui sont malades puis qui ont besoin d'aide, on a besoin de financer de la recherche. Il y a des gens qui ont de la misère à mettre, une toast sur la table de leur enfant le matin. Puis on a des milliards qui dorment dans le monde en banque, qui appartiennent à peu près 2 000 personnes. Mhm. Alors, tu sais, le reste de quoi je parle? De ça. Je trouve que tu sais, comme conscience moi, j'aimerais ça, c'est utopique, c'est peut-être même pas un rêve, c'est peut-être une utopie, mais j'aimerais ça qu'un jour, certains dirigeants aient le courage de dire: «Une fois ce chiffre d'affaires-là atteint, ce taux de rentabilité-là atteint, le reste, on va le partager avec la société pour faire du bien». Il y Mhm. en a qui donnent un peu, mais il y en a beaucoup plus qui pourraient donner. Fait que ça pourrait se faire au niveau des entreprises, mais ça pourrait se faire aussi au niveau des individus, là, tu sais? Tu dois sûrement voir ça, là, des fois, tu sais, quand on se promène sur Facebook, là, on a, les 20 yachts les plus, luxueux du monde, là, Ouais. tu sais? Puis je regarde ça, moi, puis je me dis: «Mais qui c'est qui a besoin d'un yacht de 100 pieds dans la vie?» Mm.
Surtout Ils vont qu'ils ils vont une fois ou deux par année, tu sais. exactement, tu sais, Ouais. il y a quelques années, on était en Floride, on était allé faire les canaux à Naples. Puis dans les canaux de Naples, tu as les maisons là, des ultra riches. Puis tu sais, le capitaine qui nous faisait, il nous disait, bon, ça c'est la maison de Steven Spielberg, il vient 3 semaines par année. Elle vaut, je me souviens plus, là, 20 millions, tu sais. C'était tout comme ça. Colin. Ouais. Ben, on dit que 82 de la richesse est détenue par un seul pour 1% des riches, tu sais. Puis, Ouais, je lisais comme quoi, tu sais, pendant longtemps, on a mesuré la santé financière et sociale des sociétés par le fameux PIB. ouais, Mais là, c'est plus, paraît-il, une donnée fiable parce que depuis les années 80, même si le PIB, en fait, est plutôt un reflet des rendements aux actionnaires, puis les salaires, ils suivent pas nécessairement la courbe, tu sais. ouais. Mais dans ce que tu dis, là, il y a évidemment la notion de quand est-ce que c'est assez de profit, de revenus, mais tu as survolé toute la notion aussi de la pression, de la performance, de la conquête de nouveaux marchés, parce que ça c'est directement relié avec ton point que tu amenais au début sur la détresse psychologique, là, les maladies du stress, la productivité constante qui est demandée aux gens, aux soldats dans les Ouais, organisations. ouais. Ben, en fait, c'est tout interrelié, tu sais, si tu veux faire plus d'argent, si tu veux avoir un meilleur taux de rentabilité, parce que tu veux mieux payer tes exécutifs, parce que tu as un rendement aux actionnaires aux 3 mois, tu veux que tes actionnaires soient satisfaits, tu veux attirer des bons actionnaires. Puis les actionnaires, surtout dans les entreprises qui sont cotées en bourse, ce qu'ils veulent, c'est un rendement sur leurs actions. Mm-hmm. Ben, fais la cascade, là, tu sais, c'est un jeu de domino. Ouais. Tu pars de la tête, puis ça dégringole, puis finalement, ce que ça fait, c'est que en bout de piste, ceux qui font la job sur le plancher, faut qu'ils en fassent plus avec moins, faut qu'ils performent plus. Souvent, on va les mettre en situation d'apprentissage très, très rapide parce que là, il faut qu'ils soient performants. On fait des changements importants dans les organisations. On leur donne pas nécessairement le temps de s'adapter, mais il faut qu'ils reperforment autant qu'ils performaient avant la transformation. Puis ça, ce que ça fait, c'est que l'être humain là-dedans, là, il accumule, il accumule, il accumule. Puis celui qui en tire souvent le moins de bénéfices, c'est Ouais. celui qui travaille. Je dis pas que les présidents travaillent pas fort, là. J'ai été Faire attention, là! faire attention, puis j'ai travaillé fort comme présidente, moi, mais tu sais, monétairement, celui qui en bénéficie le moins, c'est celui qui est au bas de l'échelle. Ouais. Tu sais, il y a des Moi, je entreprises qui dirais ont. que celui qui en souffre le plus, là, ce que moi je dis, là, que je vois, c'est les gestionnaires de premier niveau, là, les Ah, premières bien strates sûr. de rôle de gestion. Moi, je trouve que c'est eux qui ont le plus de crunch parce qu'ils ont la pression du staff, ils ont la Oui. pression d'en haut, ils ont large de responsabilités, pas tant de pouvoir que ça, puis bon, ben, Ouais. des rémunérations qui sont pas non plus Ouais, si tu sais, grandes. c'est des gens qui c'est en fait, c'est les jambons dans le sandwich, là, tu sais. Tu le dis Exactement. très bien, ils sont pris entre la pression de la direction puis des actionnaires d'amener du rendement, puis, tous les soufflements des employés et très souvent, on va leur demander de prendre soin des employés, puis on oublie de prendre soin d'eux, Tout à alors fait. qu'ils sont, tu sais, c'est l'huile dans l'engrenage, là, Tout à fait. les cadres intermédiaires. Puis mon Dieu, écoute, quand j'ai commencé à faire de la gestion du changement, on disait que c'était les parents pauvres, puis on le dit encore. Mm. En Hem, même temps, ce qui est assez paradoxal, je trouve, c'est que on entend de plus en plus parler de leadership humaniste, on entend parler de mettre l'être humain au centre. Tu sais, on le sait même par rapport aux actions, là, que maintenant, il y a des actions vertes. Tu sais, fait que comme Jean, si tu peux faire des choix aussi dans ton portefeuille, puis d'aller vers des compagnies qui ont d'autres styles. Mais ces deux tendances-là continuent à cohabiter. Tu sais, malgré tout ce discours-là de l'humain, la quête de la croissance puis du profit, moi, j'ai pas l'impression qu'elle a changé. Donc, comment tu vois la possible jonction de ces deux tendances-là? Faut-tu réinventer notre système capitaliste? C'est que ça passe par quoi, là? hem, C'est comme moi, deux thèmes, mais je vois pas aussi qui se croisent pour vrai, tu sais. ouais, écoute, est-ce qu'il faut réinventer le système capitaliste? Je pense pas qu'il faut que ça passe par, par de la politique, je pense pas qu'il faut que ça passe par là. Je pense qu'il faut que ça passe par de la conscience sociale. Mhm. Hem, puis tu as raison, tu sais, il y a des entreprises, par exemple, qui vont encourager leurs gens à s'investir en philanthropie, tu sais, à siéger sur un CA de Ouais, fondation, par ouais. exemple, à participer à des activités de levée de fonds.
La question qu'il faut se poser, c'est ils le font-tu pour la bonne raison? Ouais. Ils le font-tu pour l'engagement social ou ils le font parce qu'ils veulent avoir une ligne sur leur CV? Ouais. Ça, j'ai vu ça aussi. Ouais. Mais s'ils le font parce qu'ils veulent avoir une ligne sur leur CV, mais qu'en même temps, ils se font, entre guillemets, contaminer par les gens qui sont là par conscience sociale, c'est un début de changement social, à mon avis. Mais il faut aussi amener je pense que ce serait intéressant d'avoir un forum avec des exécutifs qui discuteraient de, justement, un sujet comme celui-là, tu sais. Comment peut-on utiliser notre force comme dirigeant d'entreprise, comme exécutif, pour influencer des changements sociaux? Mais il faut que tu y crois. Ouais. Donc, oui, les actions vertes, c'est un petit pas, Mm-hmm. mais tu sais, il y a bien plus grand que ça, là. Puis, dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important parce que, tu sais, les gens qui ont beaucoup de sous, souvent ont des portefeuilles très garnis, là, en actions. La bourse a eu ses hauts et ses bas, mais là, la bourse remonte, elle va relativement bien. Mais toutes les associations, toutes les fondations en arrachent actuellement parce que ils sont dans une période où ils peuvent pas avoir d'événements en face à face. Il faut qu'ils se réinventent. Ils vont manquer de fonds pour financer la recherche, pour financer les gens qui soutiennent dans leur mission. C'est un moment idéal, je trouve, pour avoir une discussion comme Donc, celle-là, pour avoir le courage d'avoir une discussion comme celle-là. fait que donc, les organisations, une voix, ça serait de jouer leur rôle social un peu, hein, qui en ont un, on le sait, là. Il y en a qui le jouent moins que d'autres. Puis de s'impliquer, puis déjà de faire ça, ça serait déjà un premier pas. Mais je vais parler d'un exemple que j'en avais entendu parler il y a une couple d'années, là, j'essaie de retrouver son nom, là. Dan Price, de l'entreprise Gravity Payments, l'entreprise de Seattle. Lui, en 2015, il a décidé, c'est une entreprise là, que le salaire moyen est à 48 000 par année. Puis là, il a été sensibilisé au fait que finalement, à 48 000 par année à Seattle, en tout cas, ça a l'air que tu vis pas gras. Alors, il a décidé d'augmenter tout le monde. Tout le monde a eu un salaire de 70 000. Puis lui, bon, il était déjà pas mal riche, mais bref, il s'est quand même, lui aussi, mis à 70 000. Il a descendu de son 1 million par année. Et, ben, les nouvelles de tout ça fait que, ben, on est quand même 5 ans plus tard, l'entreprise existe toujours. Évidemment, il y a eu une grosse visibilité des clients qui ont voulu les choisir, des employés qui ont voulu, là, ils sont ensevelis de CV pour aller travailler là. Fait que je trouvais que c'était un geste très fort en image, puis qui démontre que finalement, l'entreprise, elle a quand même gagné, même si ça coûte plus cher de payroll au bout de la ligne, tu sais. Oui. Tout un exemple très, très évocateur. Il y a d'autres écrits qui ont été faits là-dessus, là. Il y a des entreprises qui, eux, se sont donné comme règle que le plus haut salarié, incluant le président, ne pouvait pas faire plus que 100 fois le plus bas le salaire du plus bas salarié. Tu sais, fait qu'il y a des moyens d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une moins grande inéquité entre les salaires de chacun, tu sais. Moi, j'ai vu des entreprises là où, tu sais, entre le poste de directeur puis le poste de VP, il y a 10 fois l'écart, 10 fois le salaire. Puis entre le VP puis le président, la même affaire. Hey, c'est des méchants jumps, là. Ah oui, ben il paraît qu'en 2018, là, c'était 227 fois le salaire moyen, le salaire des dirigeants, là, en moyenne. Quand même énorme. Oui, exact. Puis tu sais, je pense que si tu payes bien tes employés, puis si tu mets en place des règles comme celle-là qui font en sorte que tes gens vont dire: «Je suis traité équitablement, je suis payé équitablement». Ça ramène une forme de conscience sociale, je pense, que ça diminue les inéquités, ça diminue les classes sociales aussi. Puis si tu es capable d'avoir une structure salariale comme celle-là, puis qui va aider ta structure de coûts, puis qui va faire en sorte que tu vas faire plus de profits, mais que tu acceptes que ces profits-là, tu vas les redonner à la communauté. Écoute, tout le monde est gagnant là-dedans, là. Mais moi, je gage même que ça crée un engagement une masse salariale d'employés qui se sent rémunérés de façon équitable, qui voit l'organisation impliquée dans son rôle social, ça ne peut qu'influencer le dévouement puis le désir de vraiment se donner, à mon avis, là. Puis l'inverse favorise un petit peu le cynisme, là, tu sais, puis le vouloir aller
de ramasser des coins, de s'auto-faire justice, là, tu sais. Il y a des petits gestes comme ça qui sont dans ce sens-là. Ouais. C'est Euh, ça, tu sais, quand tu entends des employés dire, ben là, ils nous demandent de couper, mais on sait bien que la raison pour laquelle ils vont couper, c'est parce que le président veut s'en mettre plus dans les poches. Le président, il en a déjà beaucoup dans les poches. Pourquoi je mhm. ferais ça? Tu as raison, tu sais, c'est extrêmement démobilisant. Puis à la limite, ça nuit totalement au sentiment d'appartenance dans une Vraiment. organisation. Ben, tu sais, dans plein de projets de changement sur lesquels j'ai collaboré, tu essaies de regarder les bénéfices, tu sais, puis tu essaies de trouver des bénéfices qui sont aussi parlants pour les humains. Puis, tu sais, des fois, tu grattes, hein, parce que finalement, le Ouais, bénéfice, c'est qu'on va faire plus de sous. Mais là, ouais, c'est d'aller vendre à une équipe au complet que là, on va se réinventer, on va travailler 2 fois plus fort. Pourquoi? Mais pour qu'il y ait du bénéfice juste d'un bord. ouais, Il y a un élément qu'on n'aborde pas dans l'histoire de cétacés jusqu'à présent, c'est que cette histoire-là de la quête incessante au profit puis à grossir les marchés, ben ça nous amène dans un monde, puis moi, comme ancienne publicitaire, là, je vais le dire tout de suite, j'ai pêché, j'ai été publicitaire, mais on a inventé la publicité pour continuer à créer des besoins qui ne sont pas des besoins, parce que pour pouvoir continuer à soutenir cette consommation en grandissant sans arrêt, on on doit inventer des besoins chez les gens, on envoie ce désir de consommation-là, ça crée l'endettement, il y a un paquet de conséquences, l'écologie aussi, le nombre de l'obsolescence programmée, mon imprimante, elle marche plus, là, pourquoi je peux pas la faire réparer? Ça va me coûter plus cher. Donc, il y a plein d'autres conséquences autour, là, de toujours viser la croissance vers le haut, là. oui. Il y a des conséquences d'abord qui sont, tu le dis bien, environnementales. Tu sais, le fait de faire plus pour consommer plus, ben ça a des conséquences sur la production, ça a des conséquences, tu sais, changer notre auto aux 3 ans ou aux 4 ans, là, ça a des conséquences sur l'environnement. J'avais lu un article à un moment donné qui disait que une des industries les plus polluantes, c'était l'industrie du vêtement. Ben oui. Parce que les gens gardent pas leurs vêtements longtemps. Il y a beaucoup de synthétique, beaucoup de choses qui sont jetées. C'est extrêmement polluant. Il y a du pétrole dans plusieurs produits qui servent à faire les vêtements. Dans toute Puis, la ligne, moi, ce que j'appelle le cheapwear, là, fait que, ouais, il y en a, là, c'est beau, mais ça dure pas longtemps, fait que ça roule, tu sais. ouais. Tu sais, pourquoi la blouse que je trouvais si belle l'année passée, elle fait plus la job cette année, tu sais? Mm. Donc, il y a toute une conséquence sur l'environnement. Puis, tu sais, on pourrait continuer là, parler de d'autres phénomènes comme ça, mais ça a des conséquences ça met de la pression sur les gens, je pense, inutilement. Tu sais, on est rendu dans un monde où, à plusieurs égards, hem, ben, mon voisin, il s'est acheté un spa, ben, moi aussi, là. Mhm. Tu sais, j'ai l'air de quoi si moi, j'en ai pas un? Non, j'en ai pas besoin, tu sais. On n'est plus à l'ère où on se demande: «J'ai-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que ce que j'ai, c'est suffisant?» Tu sais, je me souviens que mon mari a travaillé dans le monde financier pendant des années. Il y avait un client qui faisait beaucoup d'argent. Ce client-là, il avait pas d'enfant, il vivait tout seul avec sa femme dans une maison de 22 pièces. Et moi, je disais: «Hey, je voudrais même pas faire le ménage Ah dans oui. cette maison-là». Mais tu sais, as-tu vraiment besoin de Ouais. 22 pièces quand tu es 2 personnes, tu sais? Ouais, mais La question justement, que tu poses, c'est pourquoi tu fais ça? ben justement, pourquoi? Moi, là, je me suis questionnée un petit peu, hein, avant qu'on se parle, puis ça me passait dans la tête, je me suis dit, mais c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est quoi dans la psychologie des humains qu'il y a derrière cette quête de la croissance? C'est l'ego, c'est le pouvoir, c'est la conquête, c'est de vouloir dominer l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'il y a sûrement de l'ego, de la conquête, du paraître beaucoup. On est beaucoup dans un monde du paraître. Ça parle de nos valeurs collectives, qu'on Oui, valorise ça. Ouais. oui. Puis tu sais, on a beaucoup, je vais parler, de la culture du Québec, entre autres, puis après ça, je vais aller vers les États-Unis. Tu sais, au Québec, on était, en tout cas, moi, dans ma génération, là, j'ai été élevée par des parents qui avaient été, élevés dans la grosse religion catholique, là, où se vanter, c'était pas bien, puis avoir de l'argent, c'était pas bien. Puis, est arrivée la Révolution tranquille, puis on a décidé que nous autres aussi, on était capables d'avoir de l'argent, puis d'avoir du pouvoir, puis de faire des grandes choses. Peut-être qu'on a poussé ça trop loin, tu sais. Puis quand on regarde, chez nos voisins du Sud, chez les Américains, puis qu'on parle du rêve américain, c'est quoi le rêve américain? C'est la grosse voiture, la grosse La maison, consommation, le gros salaire, mais de façon très, très individualiste, là. Tu sais, ouais. nous, on passe quelques mois par année aux États-Unis.
c'est incroyable quand les gens nous parlent, là, moi j'ai réussi, je vois pas pourquoi je paierais un peu de taxes pour qu'un pauvre ait de l'assurance maladie. Puis moi, ma réponse à ça, c'est, ben c'est ça, une société évoluée. Tu sais? Ouais, Fait que le rêve américain qui a été beaucoup, beaucoup publicisé un peu partout, c'est avoir beaucoup de possessions et le faire de façon individuelle. Ma réussite, ouais, j'ai réussi dans la vie, je suis, un successful story, excusez-moi l'expression ouais, anglophone, mais tu sais, ouais. alors puis moi je trouve que là, ce modèle-là est rendu à sa limite, là. Puis tu sais, quand je disais tantôt là, je lisais justement en fin de semaine qu'il y a 0,9 de la richesse non, attends, c'est 0,9 de la richesse mondiale qui est possédée par 2000 personnes. Wow. Il y a 2000 milliardaires sur terre. Fais juste placer 1 milliard dans un compte de banque à 2 d'intérêt, là, puis tu plus besoin de travailler pour le reste de ta vie. Ouais, Là, on parlait de milliardaires avec des c'est S, fou. là. Ouais. C'est fou, c'est complètement fou. Puis il y a 60 de la population sur terre qui fait, je pense que c'était moins que 25 000 par année. Mais tu sais, en même temps, là, OK, le culte du jeu, puis de ma richesse, puis ma réussite, puis moi, j'ai travaillé fort, puis, tu sais, c'est insidieux, hein? Tu lis les articles dans les revues d'affaires et tout ça, puis on valorise la performance, qu'elle soit Ouais. dans le sport, qu'elle soit dans le travail. Ce dirigeant-là, il se lève à tous les jours à 4 heures, puis il fait son 2 heures de jogging. Tu sais, honnêtement, c'est quand même, c'est du culte de la performance, là, partout dans toutes les sphères de la vie. Il faut même Ouais. performer dans ses vacances, tu sais, puis faut faire des voyages, puis faut faire des affaires inusitées, tout ça. Puis, en même temps, ça coexiste en organisation. Ben, on essaie de défaire le culte du jeu. On essaie de faire collaborer. On essaie de défaire les hiérarchies, tu sais. Mais encore une fois, on est comme dans une espèce de double discours qui se contredit, tu sais. On valorise ces valeurs-là, puis de l'autre bord, on essaie de les défaire pour qu'on soit plus dans la collaboration, la culture ouverte. Même entre les entreprises, on va voir ça de plus en plus, là, tu sais, la technologie ouverte et compagnie. C'est drôle comment ça peut être paradoxal, ce qui cohabite en même temps. Oui, mais en même temps, tu sais, tu as raison quand tu parles des technologies ouvertes, mais au niveau des organisations, tu sais, c'est vrai on veut travailler sur l'équipe, mais pourquoi? Pour le jeu collectif. Le jeu, c'est l'entreprise, là. Quand C'est tu ça. au niveau de la business, le Ouais. jeu, c'est l'entreprise, Ouais, mais puis imagine si le jeu de l'entreprise, là, au bout de l'année, il y avait une forme de partage de profit, là. Mmh. Ça marcherait peut-être pas mal plus l'idée là, de faire collaborer puis ci puis ça, tu sais. Quand le Ouais, jeu de l'entreprise, c'est les poches des actionnaires de la bourse qu'on voit jamais, là, ça marche, c'est moins cohérent, disons, ouais, puis comme tu sais, ça discours, là. passe par la poche des exécutifs du président, puis, des actionnaires. Puis, tu sais, tu as des petits actionnaires, mais dans beaucoup d'organisations, tu as beaucoup de grands actionnaires, là, puis Vieux des comme fonds de ouais. placement, puis, tu sais, fait que, c'est tu as raison de dire que c'est pas cohérent. Fait que, tu sais, je reviens à ce que je te disais tantôt, ça va prendre une couple de hauts dirigeants qui, ont cette conscience sociale-là, puis qui vont être prêts à aller sur la place publique, puis à dire à leurs collègues: «On se donne-tu une limite? On se donne-tu une limite comme entreprise?» pour que, comme entreprise, non seulement on fasse de bons produits, de bons services, mais on fasse du bien collectivement. Puis pour moi, faire du bien collectivement, là, c'est pas dire à ses employés: «Une journée par année, on va aller faire du bénévolat». Pour moi, c'est plus que ça. C'est ça, Mhm. c'est juste dire: je peux mettre un check sur ma case, j'ai Ouais, été un bon citoyen corporatif ouais, cette ouais. année. Fait que Pascal Dufresne qui vient de nous dire les indicateurs PPP, là, People, Profit, Planet. Donc, la balance entre les trois, hein, ouais, c'est beaucoup ça, là, la tendance de ce qu'on voudrait voir, en tout cas derrière le rêve qu'on évoque là. Il y a ouais, François Perra qui nous a dit quelque chose que je veux soulever. Tu sais, il nous faisait remarquer que dans les dernières années, avant le COVID, en fait, là, bon, les organisations se sont beaucoup tournées vers le bien-être des travailleurs, vers une vision plus moderne, disons, du partage de profit, tu sais, puis de l'équilibre travail-famille. Puis pourquoi c'était là? C'était beaucoup là aussi, ben un, parce que les gens le demandaient, mais il y avait une pénurie de main-d'œuvre, il y avait la quête d'aller chercher les bons employés. Puis là, ben maintenant qu'on va tomber dans une période peut-être moins glorieuse, point de vue emploi, taux de chômage qui est hyper haut là, depuis ça fait des années que ça n'a pas été haut comme ça. C'est une petite crainte que moi aussi je partage, François. Est-ce qu'on risque pas de reculer?
Ben Donc, moi, je pense qu'il y a une chance de recul parce qu'effectivement, les vieux réflexes de en faire plus avec moins de personnes, ça va revenir, là. Tu sais, c'est une formule connue. Puis quand tu es en période de crise, c'est le fun de retomber, tu sais, c'est rassurant de retomber dans des pantoufles que tu connais, puis de te replacer dans un environnement où tu sais que tu as eu du succès. Ceci dit, je pense que actuellement, on vit une forme de prise de conscience. Les gens commencent à réaliser que, il y a une différence entre avoir du succès et être heureux. Tu sais, je pense que la crise actuellement, ce qu'elle amène là, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit la dernière semaine: «Hey, je travaille à la maison là, c'est sûr que mes collègues me manquent, mais mon Dieu, j'aime le rythme que j'ai actuellement, puis je veux pas retourner à ce que j'avais avant». ouais. Donc, on risque aussi d'avoir un clash entre les gestionnaires qui vont vouloir retourner aux formules qu'ils connaissaient avant la prospérité pour pousser, puis Mhm. des employés qui viennent de connaître quelque chose et qui réalisent que le bonheur, le bien-être dans la vie, ben, c'est pas juste avoir une job où tu te pousses 50 heures par semaine, à t'en rendre fatigué, à stresser, puis à négliger tes amis, ta famille, tes enfants, ton sport, toi-même, tu sais? Ouais. Fait Fait que, que dans le fond, dans ce que tu dis, c'est que peut-être que le poids du nombre de personnes qui vont vouloir conserver un peu de temps, hein, en fait, c'est ça ouais, que les gens ont gagné, ne ouais, serait-ce que depuis voyager matin et soir, les gens, il y en a qui ont gagné 2, 3 heures par jour, là, ce qui est énorme. ouais, Donc, cette masse critique de personnes-là qui ont fait une prise de conscience, qui ont vécu quelque chose, ben là, ça va peut-être empêcher qu'on revienne, ou en tout cas ouais, qu'on s'opposer à ça. Mais tu sais, quand même, on devrait être vigilant. Puis moi, je pense que oui, on pourrait facilement revenir dans un modèle encore plus rigide, en reculé, sauf que n'est-ce pas le bon moment, justement, maintenant qu'on a goûté à ça, de repenser tout le reste pour ouais, garder une forme de profitabilité raisonnable, puis en même temps, ben, de faire augmenter la barre du bien-être des gens, là, avec des statistiques de détresse psychologique comme on avait dans les derniers temps, tant chez les gestionnaires, les employés typiques, les entrepreneurs. Je veux dire, à un moment donné, c'est grave là, quand tu dis que le monde, ils se mettent à plus être bien dans leur tête, là, puis dans leur ouais, cœur comme être ouais. humain, c'est au nom Puis du tu sais, travail. Là. c'est pour ça que moi je dis, une période de crise, c'est une période d'apprentissage dans le fond, tu sais? Puis il faut avoir, il faut prendre ce temps-là pour se dire, tu sais, les gestionnaires à qui j'ai parlé dans les derniers temps, là, je leur ai dit: «Observez, prenez des notes et regardez ce que vous pouvez transposer pour la suite». Puis je dis la même chose aux employés: «Observez, prenez des notes, transposez». Parce que, on est en train une crise, ça nous permet d'apprendre des choses. Une crise, ça peut c'est difficile, mais si on l'utilise positivement, c'est une période pour apprendre des choses puis transformer plus rapidement des choses. Il y a des gens à qui j'ai parlé là, qui me disaient: «Mon employeur m'a coupé à 4 jours semaine, puis il a coupé mon salaire à 4 jours semaine. J'ai une baisse de salaire de 20. Mais sais-tu quoi? Je me rends compte là que je suis bien capable de vivre avec, 80 de mon salaire, puis j'ai un meilleur rythme de vie. Fait que tu sais, c'est assez, dans le Mhm. fond, là. 80 de mon salaire, 4 jours semaine, avec ce que je gagne en liberté, en qualité de vie, c'est bien assez. J'aurais jamais pensé ça. Fait que je trouve que c'est une prise de conscience super intéressante, mais encore faut-il prendre le temps de s'asseoir, d'y réfléchir, puis de se projeter Ouais. dans un avenir qui va être inspiré de ce qu'on apprend actuellement. Puis de le verbaliser, en fait. Hein? Ce que tu es en train Absolument. de dire, c'est une Oui, invitation que les gens le disent. Puis peu oui, importe t'es qui dans l'organisation, introduire, à dire Hey, avec l'équipe, ça serait le fun, hein, qu'on se demande ce qu'on a appris, puis en quoi on a des nouvelles affaires qui pourraient nous aider. T'sais, n'importe qui peut initier ce genre de conversation-là. Puis je pense que oui, c'est comme ça que le rêve peut se passer. Parce qu'il ne faut oui, pas non plus attendre les bras croisés que ça vienne du ciel. Là. Puis on a exact. tendance aussi à penser qu'il faut toujours que ce soit les dirigeants. Mais le pouvoir d'influence de chaque personne dans une organisation Oui, est grand, là. Il est oui, possible. oui, absolument. Puis tu as raison, tu sais, là, je pense qu'on a on est tous dans le même bain, on expérimente tous la même crise. Tu sais, des fois, quand une entreprise passe une crise de réputation ou une crise parce qu'il est arrivé un événement qui les a mis à risque financièrement,
souvent la crise va être beaucoup plus gérée, contenue à la haute direction, mais là, on est tous dans le même bain. On vit la Oui, crise à la tout le monde a goûté de façon, c'est équitable, là. C'est pas juste exact, une gang. L'ensemble des parties prenantes l'ont vécu. C'est vrai. exact. Donc là, on peut tous tirer des leçons, puis je pense qu'on a tous le droit de verbaliser puis de nommer les leçons qu'on tire de ça, puis ce qu'on veut faire avec. Fait que là, on a la force du collectif qui est beaucoup plus forte que quand c'est une entreprise puis que c'est centralisé plus à la direction générale. Tout à fait. Puis, y a-t-il y a-t-il des lectures, y a-t-il des exemples qu'on a d'entreprises qui pourraient être des guides qu'on pourrait regarder, qu'on connaît, tu sais? Moi, j'ai lu des affaires sur Ben & Jerry, Patagonia, on n'arrête pas de parler ces deux. Y en a-tu d'autres? Y en a-tu proches de chez nous au Québec qu'on pourrait regarder, qui sont des organisations qui ont une façon différente, tu sais? Il y en a à travers le monde. Moi, je pense toujours à la dirigeante de Régitex là, dans Beauce, là, qui a adopté un modèle de gouvernance très révolutionnaire, je dirais, là, où c'est presque dans l'autogestion, puis les employés sont hyper impliqués, puis bon, mais il y a une façon vraiment complètement moderne, presque futuriste de gérer. Mais tu sais, j'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai lu. J'ai fait une recherche hier, puis je suis tombée sur un article qui date de 2015 dans le Journal des Affaires. Et c'est Diane Bérard ou Bédard? Bérard. Bérard. Le journaliste, oui. Oui, le Journal des Affaires qui avait réuni 30 entrepreneurs québécois et ils avaient écrit les 10 commandements qui devraient gouverner les organisations du 21e siècle. Je vous invite à aller voir les 10 commandements. Là, il n'y a personne qui peut être contre. Mais je pense qu'ils valent la peine d'être déterrés en ce temps avant qu'on retourne puis qu'on recrée notre nouveau normal parce qu'il y a vraiment 10 belles pistes de guides. On pourrait appeler ça des principes directeurs aussi à la limite. Bon, on pourrait se demander, à date, on les a-tu respectés dans les 5 dernières années, mais peu importe la note qu'on se donne, on pourrait les regarder aujourd'hui puis se dire en quoi ça pourrait nous guider pour ce qui s'en vient en avant, tu sais. Peu importe notre bulletin d'avant, tu sais. Oui, tu me l'avais envoyé l'article, puis je l'ai lu, puis je ne nous donnerais pas une très, très bonne note. Non, moi non plus. Les 5 dernières années. Mais, puis je te dirais que ce qui est dommage, c'est que ça n'ait pas fait les manchettes. Ça n'a pas été mis sur la place publique. Je trouve que ça a passé en dessous du radar, ouais. Oui, tu sais, que les 30 dirigeants qui ont participé à ça, là, se soient pas mis sur la place publique, justement. Peut-être parce que c'était des bonnes nouvelles, peut-être parce que c'était un peu révolutionnaire, peut-être parce que... comme une utopie, je sais pas. Oui, mais tu sais, un rêve, ça commence par une utopie, puis ça devient un rêve, puis si on y travaille collectivement, ça peut devenir une réalité, là. Tu sais, moi, j'ai le goût de... Ils nous écoutent peut-être pas, là, mais j'aurais le goût de challenger le Journal des Affaires, de faire un retour là-dessus, moi. Oui, ça serait super intéressant. Écoute, ouais, ça faudrait quasiment les contacter. Ça pourrait être super intéressant. Puis ça pourrait être mis au goût du jour aussi, tu sais. Fait que si je reviens à ta question, y en a-tu des exemples? Écoute, je pense qu'il y a plus d'exemples actuellement d'entreprises qui ont pas nécessairement très, très bien. Tu sais, ceux qui font les manchettes, là, c'est souvent les entreprises qui n'ont pas très, très bien géré la crise, là, tu sais. Je disais tantôt que je ne veux pas en nommer, mais on a tous lu dans les journaux là, des entreprises qui n'ont pas très bien géré la crise, qui n'ont pas payé leur monde, tu sais, mais il y en a d'autres organisations qui, je pense par exemple à la Tablée des chefs à Montréal, tu sais, aux restaurateurs qui ont dit, ben, on ne peut pas servir des clients, on va s'associer avec des entreprises, des distributeurs de nourriture. On va faire des repas, puis on va aller donner ça aux sans-abri, aux maisons pour femmes, aux familles qui sont pas capables de mettre parce qu'ils sont pas capables de mettre de nourriture sur la table pour leurs enfants parce que là, ils n'ont pas les petits déjeuners à l'école. Ouais. Tu sais, et ça a mobilisé les employés. Ben, des entreprises comme celle-là, des entreprises comme l'entreprise de Nicolas Duvernois qui a dit, ben nous autres, on va faire du savon à main puis on va le distribuer. Une entreprise comme CAE qui a dit on va se revirer de bord puis on va faire des ventilateurs, des respirateurs, on va les donner, tu sais. Mais il faudrait que ça reste. Tu sais, j'aimerais ça que ça soit pas contextuel. Exact, c'est là que je m'en allais. Tu sais, à temps plein en service social, mais garder un bout de ça dans le futur nouveau normal. Exactement. Fait que, tu sais, la question, je m'en allais justement là, c'est ces organisations-là, là,
qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment est-ce qu'elles peuvent embarquer leur direction, leur gestionnaire intermédiaire, leur cadre intermédiaire, puis leurs employés pour dire, on poursuit notre engagement social après la crise parce qu'on a appris de ça, ça a été valorisant. Non seulement on a une entreprise prospère, mais en plus, on a une entreprise qui fait du bien. Tu sais, pourquoi ça peut pas cohabiter ces deux éléments-là? Fait qu'il y a des entreprises comme ça qui sont sorties de leur modèle d'affaires. En plus, elles l'ont fait rapidement. Ce qui, pour moi, est extrêmement éloquent, c'est qu'en période de crise, on fait des affaires en 3 semaines, alors qu'habituellement, si on avait voulu faire Ouais. ça aurait pris 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais? Puis, ben, apprenons de ça, puis apprenons à faire cohabiter à la fois notre mission d'entreprise et une mission sociale qui est complémentaire, puis qui fait du bien à l'entreprise, à nos employés, puis à la société autour de nous. Le fameux Profit, People, Planet. Ben, c'est quoi, Sylvie? Ceux que ça leur tente, là, ben moi puis Sylvie, on va venir vous faciliter ces conversations-là. Hein? Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on Avec grand garde? plaisir. Moi, je te propose aussi. Non, mais sérieusement, je pense que c'est une belle façon aussi de se retrouver ensemble, de faire le point, puis de repartir de là. Écoute, Sylvie, on arrive déjà à la fin avec Wow, cette ça passe belle vite. invitation que tu as fait là. Puis je pense que si on avait une affaire à retenir, là, c'est que chaque organisation, chaque petite équipe, là, quand vous allez revenir au futur normal, là, préparez donc ou proposez donc d'avoir une conversation de ce type-là. Au moins une pour partir le bal. Ouais. Trouvez-vous un moment pour faire cette conversation-là, pour décoder ce que vous avez appris de la crise, comment on peut être plus équitable dans l'organisation, puis comment on peut être aussi un bon citoyen qui a une belle conscience sociale, puis qui aide autour aussi. Ouais. Non seulement ses actionnaires, mais qui aide la société autour. Puis ça veut pas dire, comme Sylvie l'a dit, ça veut pas dire qu'on fait pas d'argent. Moi, j'avais un prof qui j'avais fait un cours à McGill qui disait, c'est une anglophone, elle disait do good, do well. Do good financièrement, mais do well, faites le bien aussi en même Exact. temps. Ces deux éléments-là peuvent cohabiter. Bon, ben la semaine prochaine, Sylvie, on va recevoir Marie Amiot, qui est présidente, directrice générale et fondatrice de La Factory. Et elle, ben, elle rêve que la créativité soit le moteur de notre réinvention. Alors, même heure, même poste, mercredi prochain, 11h30. Et puis, je vous rappelle, pour les conversations passées, si vous les avez manquées, vous pouvez vous rendre sur balado.magalieco.com. Elles sont toutes là. Et ils sont aussi disponibles en balado audio sur Spotify, iTunes et Google. Vous avez juste à chercher dans la section balado à quoi on rêve. Alors, écoute, merci Sylvie d'avoir accepté l'invitation. C'était super agréable de jaser avec toi ce matin. Merci. À bientôt. Au revoir.